BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On est ravis de vous retrouver pour cette émission à nouveau. On va répondre à toutes vos questions en direct jusqu'à 13h avec nos experts. Privilégiez bien aujourd'hui, est-ce qu'on a un petit problème technique? Notre adresse, Annalisa, on va la répéter plusieurs fois dans l'émission. Et oui, bien sûr, notre adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr, mais aussi le QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télé. C'est peut-être le plus simple. Vous le flashez, vous nous écrivez la question, on la reçoit directement, on la pose à nos experts. Exactement, vous pouvez nous poser vos questions et réagir. Vous allez voir que la question du jour a fait déjà beaucoup réagir, donc participez à l'émission jusqu'à 13h, on va bien s'amuser. Nos experts aujourd'hui, Elodie Gentina, professeure de management à l'IESEG. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste de la Gen Z notamment et de l'intergénérationnel en entreprise, ça aussi on en parle avec vous souvent. Merci d'être ici. Kéra Desfamilles, créatrice de Féminine Leader, est avec nous. Bonjour Kéra, ravie de vous retrouver. Ludovic Bado, créateur d'Oser la vidéo et du podcast des Indépendants. Saison 3, c'est quand? Saison 3, c'est bientôt Sandra. Je vous donnerai plus d'informations lors de notre spécial le lundi 4 novembre sur BFM Business sur les indépendants. Exactement, ce sera la bonne occasion. En effet, notre juriste du jour, Malik Douaoui, avocat associé au cabinet de loi de Bonjour. Malik, ravi de vous retrouver. Première question, Annalisa. Et oui, une question pour Elodie Gentina, notre experte jeune en entreprise. C'est Christophe qui, lui, n'est plus très jeune. Il nous dit, on parle beaucoup d'éco-anxiété parmi les jeunes. Moi, je ne comprends pas. Ils attachent beaucoup d'importance à la RSE. Est-ce que ça a un impact sur leur choix d'entreprise? Elodie. Ah oui, alors l'éco-anxiété, c'est pas un épiphénomène, c'est vraiment un phénomène profond. On a à peu près 35% des jeunes aujourd'hui qui ont entre 12 et 25 ans qui se déclarent éco-anxieux. Donc c'est pas une maladie, c'est un sentiment de voilà, qu'on ne fait pas assez attention à la planète, au monde qui nous entoure. Et donc ces jeunes se déclarent éco-anxieux par rapport à la société dans laquelle ils se trouvent. Et il est clair qu'il y a un rapport avec le monde de l'entreprise parce qu'en fait, ils ont envie, et ils le disent clairement, qu'ils ont envie d'intégrer des entreprises en adéquation avec leurs valeurs, que le greenwashing, si on est juste sur du discours, ça ne suffit pas. Ils veulent de réelles entreprises à mission, mais ils sont prêts à travailler pour des petites, moyennes entreprises qui ne sont pas encore sur ces questions de RSE, mais s'ils sont acteurs de la transition écologique et qu'on leur donne justement tout en main pour travailler sur ces questions-là, les jeunes sont heureux. Ouais, c'est peut-être dans ces structures-là, finalement, que c'est là qu'on se sentira le plus utile. Kéra. Et on voit que c'est donc un phénomène qu'on voit chez les jeunes, mais également chez les femmes aujourd'hui en entreprise. Et notamment, ce qu'on constate, si je rebondis sur ce que disait Elodie, c'est que, par exemple, dans les services aujourd'hui ESG, donc qui sont les départements dans les banques qui vont travailler plus spécifiquement sur des investissements durables, écologiques, on observe aujourd'hui une majorité de femmes qui prennent la tête de ces directions. Donc il y a un vrai sens et un vrai investissement qui est en train de se propager aussi bien au niveau culturellement au niveau des jeunes et des femmes. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, Annalisa. On a une prochaine question pour Nathanaël, pour Ludovic Bado. Question de Nathanaël. Nathanaël, on va vous répondre. On ne va pas vous obliger à poser les questions. Il nous dit qu'il est auto-entrepreneur et qu'il n'est pas à jour de ses cotisations. Il demande, est-ce que mes clients peuvent le savoir ? Alors les clients ne peuvent pas, savoir ce que vous avez déclaré comme chiffre d'affaires. Par contre, dès 5 000 €, l'entreprise cliente est censée demander une attestation de vigilance. Et sur cette attestation de vigilance, il est indiqué si vous êtes à jour de vos cotisations selon ce que vous avez déclaré. Donc c'est en fonction de ce qui a été déclaré comme chiffre d'affaires. Si vous êtes à jour, ça sera marqué que vous êtes à jour. Si vous n'êtes pas à jour, ça sera marqué que vous n'êtes pas à jour. Enfin, ils vous donneront tout simplement pas d'attestation de vigilance. Mais disons que l'entreprise ne peut pas avoir le détail. On ne le conseille pas quand même, j'allais dire Malik, oui, c'est un petit peu risqué de ne pas payer ses cotisations. Absolument. D'abord, il faut payer ses cotisations, parce que quand on ne paye pas ses cotisations, on peut être contraint à les payer. Ah mais je suis complètement d'accord, Malik. Je n'en voulais pas, Ludovic. Et puis deux aussi, dans les relations entre l'entreprise et ses sous-traitants, c'est en réalité une obligation ou un devoir de vigilance des entreprises de s'assurer que les sous-traitants paient leurs cotisations, et donc on doit demander à ces sous-traitants une attestation de vigilance, et régulièrement. Et lorsque cette attestation de vigilance n'est pas produite, on pourrait ne pas avoir de relation avec ses sous-traitants. Et on encourt même des risques, j'allais dire, de devoir payer des cotisations
les cotisations à payer à la place des cotisants en cas de travail dissimulé. Donc il faut faire attention à l'attestation de vigilance, on ne rigole pas. Voilà, risque juridique, financier et puis réputationnel. Et réputationnel. Et toutes les grandes entreprises demandent de toute façon une attestation de vigilance, même en dessous de 5 000 €. C'est très encadré. Mais plus qu'on parle du paiement des cotisations, il faut aussi rappeler que l'URSSAF met en place des dispositifs aujourd'hui. Si vous avez des difficultés à payer vos cotisations, plutôt que de ne pas déclarer, il vaut mieux contacter l'URSSAF. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez un site internet où vous pouvez aussi changer le niveau de cotisation. C'est quand même très bien fait aujourd'hui. Ils sont arrangeants si on s'y prend pas au dernier moment. Ils sont arrangeants, ils sont quand même dans la communication et dans l'écoute. Donc il faut mieux anticiper et dire les choses que de cacher son chiffre d'affaires. Notre question du jour a fait beaucoup réagir, Annalisa. Et oui, beaucoup. Et on vous a posé cette question parce qu'il y a un article du Économiste qui nous a inspiré, article qui nous dit que la gentillesse est désormais tendance. On pense notamment aux livres de développement personnel qui se multiplient de plus en plus, mais aussi ceux qui donnent des conseils professionnels et qui nous conseillent, voilà, effectivement, d'être gentil au travail, be kind, que ça aide effectivement. Mais on nous dit surtout que de plus en plus, la gentillesse est perçue comme une qualité nécessaire pour être un véritable leader en entreprise. Mais attention, avec une nuance quand même, les femmes, elles sont davantage perçues comme étant moins compétentes quand elles sont chaleureuses et amicales. Kéra, je me tourne vers vous. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je vais peut-être vous choquer, mais je trouve que justement, la gentillesse, c'est le plus mauvais conseil qu'on peut donner à une femme qui veut évoluer. Comment on définit gentillesse? Et c'est une vraie question et c'est une vraie problématique. Parce que généralement, pour les femmes, quand on parle de gentillesse, on va parler au départ de sacrifier ses propres intérêts pour les intérêts de la communauté. On ne se souvient jamais des gens gentils qui se sont sacrifiés pour tous et qui n'ont rien développé pour eux. Donc en fait, je dirais même, apprenez le contraire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer de la coopération, qu'il ne faut pas développer du lien, de l'empathie, mais cessons d'être gentils. Et il y a un très bon livre qui était sorti il y a 25 ans là-dessus, c'était « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Être authentique, être généreux, être empathique, être un leader. Et c'est ça, être gentil. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on attend d'une femme gentille, c'est de sacrifier, c'est de prioriser les intérêts des autres. Ouais. Et donc c'est un très mauvais conseil. Ouais. Parce que les leaders, ils priorisent les intérêts de la communauté ou les leurs, leur vision. Et donc en fait, je trouve que c'est vraiment aujourd'hui, on est dans une situation un peu difficile, c'est que on a tendance à croire ce qui se disent et ces tendances, et donc en fait on va augmenter la problématique. Ludovic. Et Kéra l'explique très bien, en fait, c'est comment est-ce qu'on définit la gentillesse. Oui, bienveillance, gentillesse, empathie. Exactement. Moi je pense que la gentillesse peut être une force à partir du moment où c'est une forme de bienveillance, d'empathie, d'intelligence relationnelle, d'intelligence humaine, pour créer des cohésions, pour se comprendre, pour avancer, pour se respecter. Donc je pense que ça peut effectivement être une force. Moi j'y suis très très attaché et je me remets souvent en question dans mon management quand j'hausse le ton. Il y a des moments où on a des moments de pression, où je ne suis pas satisfait par ce qui a été produit. Je dis, là, le client, ça ne va pas lui plaire, on perd du temps, les gars, il faut se bouger. Je dis les gars, puisqu'on a principalement une équipe de garçons. Et évidemment, après, je me remets en question. Je fais, Ludo, attention, tu ne peux pas parler comme ça aux gens. Tu dois faire attention. Mais c'est là où il y a une forme d'authenticité aussi. Ouais, et mon équipe me dit, écoute, on te connaît, tu es authentique, c'est parce que là, il y a une urgence, tu le dis franchement, tu es franco. Ouais. Mais la bienveillance. Moi, j'aimerais savoir si cette notion, vous, Élodie, qui voyez des jeunes, beaucoup, et qui enseignez, si cette notion, finalement, est présente dans les enseignements, l'attitude à adopter, par exemple, dans le monde du travail. Non, mais complètement. Alors, on revient toujours, c'est qu'est-ce que la gentillesse, bien évidemment. Et si on parle de gentillesse, on parle aussi peut-être même de soft skills. Et donc là, aujourd'hui, les jeunes, c'est ce qu'ils demandent en fait. Ils ont beaucoup de crédibilité pour des managers ou pour des profs qui ne sont pas forcément des sachants, mais qui sont plutôt des expérimentateurs, des personnes qui savent se mettre à la place d'eux, qui sont empathiques, qui sont bienveillants. Et donc, c'est le management derrière de la bienveillance. Et moi, en tant que professeur, bien évidemment, j'ai changé ma posture de l'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les jeunes demandent beaucoup plus de culture du feedback, ils demandent beaucoup plus d'accompagnement. Donc je suis passée d'un prof sachant, voilà, où on était beaucoup sur les PowerPoint classiques, etc. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes ont un degré d'attention qui est très court, et donc ils aiment travailler en expérimentation, ils aiment travailler sur des projets concrets, et ils ont besoin de beaucoup de feedback, que ce soit positif comme aussi négatif, mais ils ont besoin qu'on explique et qu'on prenne le temps. Qu'on puisse comprendre. Justement, pour rebondir, il n'y a rien de pire que l'injonction qu'on connaît toutes, en tant que femmes, soient gentilles.
C'est l'un des premiers freins de l'évolution des femmes aujourd'hui. Dans le monde de l'entreprise, c'est le soi gentil. Peut-être qu'on aurait dû poser la question autrement et dire est-ce que c'est la fin de la verticalité ? Voilà, c'était peut-être ça aussi, finalement. Est-ce qu'on a le droit de dire non ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut aller dans le sens de son manager pour avoir une vie plus facile au bureau ? C'est peut-être ces notions-là, finalement, qui sont un peu plus dans le vrai Kéra. Et comment équilibrer cette capacité à développer du lien, de la relation et une relation de qualité et du cadre ? Quand Ludovic nous dit que par moment, il repose le cadre parce que, justement, il y a l'intérêt du client. C'est obligatoire. Oui, et quand on est parent, on le sait bien, il n'y a rien de pire pour élever ses enfants que l'absence du cadre et le fait d'être totalement gentil. Continuez à réagir à ce sujet un peu chaud quand même. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Oui, Ludovic. Oui, et on le voit, nous, chez Oser la vidéo, on a beaucoup de demandes de production de vidéos de formation pour faire évoluer les comportements en interne. En fait, on se rend compte que tout tourne autour de l'humain. Cette question, elle est vraiment centrale parce qu'elle veut dire, en gros, est-ce qu'on peut pas vivre mieux en entreprise, vivre mieux en société en mettant la gentillesse au cœur de notre fonctionnement ? Élodie ? En fait, c'est ce que j'ai appelé un peu aussi dans le bouquin le management par le vide organisé. On n'est pas sur de l'indépendance, on est sur de l'autonomie et de l'autonomisation. Donc on a besoin de se sentir libre, mais ils ont besoin de cadre. Et les jeunes aujourd'hui ont énormément besoin, comme c'était le cas aussi avant, mais aujourd'hui, de cadres, de règles, tout en leur donnant des initiatives, des responsabilités et aussi la chance de pouvoir aussi dire non quand on n'est pas d'accord et de pouvoir échanger et discuter. Oui, Malik ? Je trouve que c'est un très joli sujet. D'abord, effectivement, il y a une question d'étymologie et puis de sens. Parce que le sens du mot gentil a changé. Parce que, sans être pédant, j'allais dire, gentil, ça vient du latin gentilis, qui veut dire noble. C'est celui qui est bien né. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la gentillesse, elle est chargée négativement. Parce que le gentil, en entreprise. C'est un idiot, un benet ou un naïf. Un faible. Et là-dessus, je pense qu'il y a deux écoles différentes. Il y a l'école de ceux qui pensent que la gentillesse n'a pas sa place dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que l'entreprise, c'est le monde de brut. Donc c'est un monde de la compétition et de la concurrence. Puis c'est un monde où la violence est présente, insultes, brimades, violences, harcèlement, accidents du travail. Parce que d'ailleurs, il va y avoir une campagne qui va être lancée. Il y a 2 Français qui meurent chaque jour à cause des accidents du travail. Et en plus, on pourrait ajouter, la gentillesse paie pas. La gentillesse paie pas. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, je crois que c'était en 2015, où on montrait que ceux qui étaient gentils, les hommes, c'est pas la même chose pour les femmes. Les hommes plus gentils étaient payés en général quasi moins 20% que ceux qui étaient désagréables. C'était 5% seulement avec l'écart pour les femmes. Et puis il y a une deuxième école, à laquelle je suis plutôt, et je pense que la gentillesse a toute sa place dans l'entreprise. D'abord, la gentillesse, ça fluidifie les rapports de travail. On peut vous demander plus quand on est gentil et quand on vous le demande gentiment. 2, la gentillesse, et c'est important, ça permet de créer un bien-être au travail. Et toutes les entreprises savent qu'il faut avoir des salariés qui sont heureux ou bien dans leur peau, parce qu'un salarié qui est heureux, c'est un salarié qui travaille plus et c'est un salarié qui travaille mieux. Puis dernière chose, et là je suis d'accord avec Kéra, c'est que la gentillesse, c'est une force à condition de poser des limites, donc il faut être gentil, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire non. Mais je me rappelle d'une précédente intervention de Kéra qui nous disait mais comment on peut dire non ? Donc il faut effectivement apprendre à dire non. Et je pense que la gentillesse a encore toute sa place. Annalisa. Eh bien, on vient de recevoir une réaction très gentille de Michel et Sylvie par mail. Ils nous écoutent toujours tous les deux en couple. Ils nous disent vos équipes rajeunies font du bien, sont sympathiques et compétentes. Voilà, merci beaucoup, ça fait du bien parce que des fois on se prend quand même des balles perdues comme celle de Boukeil qui répond à la question du jour sur est-ce qu'il faut être gentil, et lui il nous a répondu sur LinkedIn. À l'image des journalistes de BFM, il faut être très gentil avec la direction. Voilà. C'est vrai, ça c'est pour nous, on l'apprend. Mais c'est vrai que ça vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, où il y a eu un débat qui s'est créé entre ceux qui disent que finalement il faudrait bien sûr être gentil parmi plein d'autres qualités. Michael qui dit la question c'est pas vraiment d'être gentil ou pas, il faut simplement être juste. Tina est d'accord, il faut être juste, intègre, la gentillesse n'a rien à voir avec le monde du travail. Et Camille qui dit voilà, il faut être gentil dans la vie en général, certes. Et puis il y en a qui rappellent qu'il est important de trouver le juste équilibre. Cassandre qui nous dit il faut savoir doser, avoir du respect envers ses collaborateurs. Un sourire, ça fait du bien, de l'empathie, mais surtout, attention, restez sur ses gardes. Et puis, sur les réseaux, vous nous dites à juste titre qu'à être trop gentil, eh bien, parfois on est perdant. C'est Séverine qui nous le dit, une fille, est-ce que c'est un hasard ? Elle nous dit être sympa, crée une meilleure ambiance. Donc, c'est un plus, effectivement. Mais à être trop gentil,
on se fait avoir. À mon sens, la priorité, c'est d'être respectueux pour être respecté. Tout le reste suivra. C'est marrant, hein, c'est vraiment un thème et un terme qui amène énormément de notions dans la vie en entreprise aujourd'hui, Ludovic. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre société, elle est pourrie par des incivilités, elle est pourrie par le fait qu'on n'arrive plus à communiquer, elle est pourrie par le fait que c'est du chacun pour soi. Donc quand on recommence à se recentrer sur des valeurs humaines fondamentales, essentielles, ça nous fait réfléchir. Est-ce que je suis gentil ou est-ce que je ne le suis pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pas une question qu'on se pose tous les jours, ça ? Eh bien, j'ai l'impression qu'on se la pose finalement pas assez souvent. Il suffit de sortir, il suffit d'aller dans les transports, il suffit de voir nos attitudes à chacun pour se rendre compte qu'en termes de gentillesse, on est quand même globalement à côté de la plaque et qu'on n'est plus sur de l'individualisme. Et moi, je voudrais juste te dire que la gentillesse, ce n'est pas de la naïveté. Non. C'est une forme d'intelligence pour construire ensemble. Oui, c'est important. Kéra ? Ouais. Et histoire de contrebalancer ce que dit Ludovic, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un univers où les valeurs qui sont valorisées, notamment en entreprise, c'est plutôt la réussite, c'est plutôt le gain rapide, court terme. Et en fait, on oublie ces valeurs essentielles qui sont le respect de l'autre, la communication, l'empathie, la compassion, la gentillesse. Mais on est quand même très très bien entouré. Quand on regarde autour de soi, on voit quand même que dans les entreprises ou même dans les situations de crise, comme on a eu là quand il y a des crues ou autres, les gens naturellement vont aider les autres. Oui, et c'est vrai que ça, je crois qu'il faut le réapprendre à l'école. En ça, l'entreprise est importante. Pour terminer, Élodie. Oui, et on voit que les entreprises aujourd'hui se questionnent et travaillent là-dessus, parce qu'en fait, on voit aussi que les entreprises cherche à apporter des solutions liées à la santé mentale, à la santé morale. Et je pense que la jeunesse, à l'humain, la jeunesse, je suis très optimiste par rapport à ça, parce qu'en fait, la jeunesse, ils ont besoin de vivre en communauté. On voit qu'ils sont avant tout fidèles à leurs collaborateurs, plus même à l'équipe, plus même qu'à l'entreprise. Et donc, s'ils restent dans une entreprise, ils le disent aussi, c'est par l'humain, c'est par la bonne ambiance. Et qui dit bonne ambiance, dit travailler avec des gens bienveillants. Voilà. Vous êtes au contact des jeunes tous les jours, hein, donc on va décider de partager cet optimisme avec vous. Ça va aller de mieux en mieux dans les entreprises. Allez, dans un instant, on va rester sur les valeurs et la communication, Annalisa. Et oui, c'est ça. La Gen Z prend le pouvoir de cette émission, prend le pouvoir aussi petit à petit en entreprise. Et c'est vrai que parfois les codes sont différents. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on peut utiliser des emojis au travail ? On se pose la question, on y répond tout de suite avec nos experts. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Vos questions, nos réponses, des sujets porteurs. On parle de gentillesse aujourd'hui, mais ça nous fait finalement aborder énormément de notions comportementales en entreprise. C'est très intéressant. Continuez à nous écrire. On rappelle l'adresse, Annalisa. Et oui, avec vous, @bfmbusiness.fr, ou aussi le petit QR code qui s'affiche si vous nous suivez à la télé ou sur les réseaux. Vous le scannez, vous le flashez, vous arrivez directement sur la page et vous nous écrivez toutes vos questions. Exactement, avec nos experts du jour, Élodie Gentina, professeure de management à l'IESEG, Kéra Desfamilles, créatrice de Féminine Leader, Ludovic Bado, créateur d'Oser la vidéo et du podcast des indépendants sur BFM Business, et Malik Douaoui, avocat associé au cabinet Deloitte. Il y a un instant, on parlait d'émojis. Et oui, c'est ça, on s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des émojis au travail ? Est-ce qu'il faut le faire ? Selon une étude de Slack, une étude de 2022, 85% des moins de 35 ans utilisent des émojis au travail, de quoi humaniser un petit peu la communication avec les collègues, entre collaborateurs. Et c'est vrai qu'avec la démocratisation du télétravail, c'est d'autant plus important dans les interactions pour signaler un petit peu le ton qu'on est en train d'employer. Et voilà, les émojis permettent aussi de rassurer le destinataire, de lui dire qu'on n'est pas fâché avec lui si on met un point à la fin de la phrase. Et une petite info intéressante, parce que dans l'utilisation des émojis, il y a des différences entre les femmes et les hommes. Je vous vois rire, Sandra. Les femmes utilisent surtout les yeux au ciel. Je trouve ça génial. Et le petit cœur rouge. Et les hommes utilisent les lunettes de soleil et le sourire en coin. C'est génial. C'est fabuleux ça. Qu'est-ce qu'on utilise dans votre cabinet, Malik ? Tout. Tout passe. Alors évidemment, j'allais dire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des emojis ? Dieu merci, la réponse est oui. Parce qu'il y a un grand principe juridique selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et les emojis ne sont pas interdits. Oui, et moi, je pense que l'emoji, c'est vraiment le débat qu'on peut avoir sur l'image versus les mots. Ils ont une puissance, une image, un film peut avoir plus de puissance que, j'allais dire, un roman qu'on peut lire ou de la littérature. Donc c'est vraiment ça l'emoji en fait, c'est que ça permet de, très vite avec une petite image,
d'exprimer plein de choses différentes et chacun y trouve un peu ce qu'on veut. C'est un peu l'auberge espagnole. Et ce milieu juridique dans lequel vous baignez ne fait pas exception à la règle. Les jeunes font ça aussi. Y compris les avocats s'échangent beaucoup d'emojis. Y compris à l'EFB, on échange beaucoup d'emojis entre étudiants. À l'EFB surtout. Ça s'est fait. Et à l'IESEG aussi. Et l'IESEG aussi. Partout, en fait. Non, mais on voit les étudiants, de toute façon, ils sont fâchés avec l'orthographe. Ils n'aiment pas le mail. Moi, quand je leur envoie un mail, ils ne le voient pas. Par contre, voilà, si on communique via les réseaux, via des processus beaucoup plus micro-communautaires en interne, ça marche. Ils n'aiment pas écrire. Et les emojis, c'est quelque chose de facile, qui se fait vite, qui exprime une émotion. On est aussi un peu plus dans l'affect. Et ça leur plaît. Et ils préfèrent la vidéo que le texte. Donc ça, c'est bien aussi pour vous, les audios, les podcasts, etc. Ouais. Aujourd'hui, ils disent, ça nous barbe d'écrire un CV, de faire une lettre de motivation, mais par contre, je peux me présenter sous forme d'une vidéo, et puis, pourquoi pas. Donc, on est aussi sur un autre langage. Il y a quand même 7 managers sur 10 qui nous déclarent avoir du mal à communiquer avec cette génération-là, parce qu'ils ne comprennent pas toujours le vocabulaire au-delà des emojis qu'ils utilisent. Après, bien sûr, il y a des règles aussi. Quand on est en externe avec des clients, etc., il faut faire attention. Évidemment, on fait très attention. Expérience personnelle, une fois, j'ai reçu un emoji du grand patron de BFM TV à l'époque qui m'a répondu avec un smiley. Première réaction de ma part, c'est « Ah, mon boss est cool !» Et j'étais plus jeune, mais c'était vraiment ça. C'était ce langage-là. Mon boss utilise des emojis, donc il est cool et il me parle le même langage que moi. Ludovic. Oui, ça dit effectivement quelque chose, les emojis. Et je pense qu'une forme d'intelligence émotionnelle, c'est de savoir quel emoji envoyer à qui. C'est aussi ça. On ne peut pas envoyer toujours les mêmes emojis à tout le monde. Il y a des clients, on sait, ça va créer de la complicité, ça va créer de la connexion. Et moi, je le fais. Cette vidéo va être... et là, je mets une petite flamme incroyable, par exemple. Il y en a, c'est pas possible. Donc ça dépend quand même de l'interlocuteur et il faut savoir à qui on s'adresse. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a, quand on prend la ponctuation, par exemple, le point d'exclamation, ça peut être très brutal. Donc, savoir utiliser un emoji pour éviter cette ponctuation qui peut être brutale, mal prise, c'est fluidifier et faciliter une communication qui aujourd'hui est devenue très rapide, très instantanée, et donc aussi créatrice de malentendus, de conflits, de stress. Et l'emoji, ça peut être l'un des moyens pour remettre de la douceur et de la gentillesse dans sa communication. Mais on m'a déjà reproché de mettre un point après un OK, que c'était agressif. Donc c'est pour dire que ça va quand même extrêmement loin. Continuez à réagir à nos sujets. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Pardon, continuez à réagir à nos sujets. Emoji cœur. Voilà, vous êtes les bienvenus dans cette émission Bienveillance. Annalisa. Sandra, moi ça me fait très peur quand vous m'écrivez sans de petits emojis. Donc vous êtes désormais prié d'en mettre. On a une question pour Malik Douaï, notre expert juridique. C'est Karl qui nous écrit. Il nous raconte qu'il envisage de saisir le Conseil des prud'hommes pour contester son licenciement. Son employeur lui propose de signer une transaction. Qu'est-ce que c'est et est-ce que j'ai intérêt à accepter? Malik. Alors c'est une bonne question. Alors d'abord, la transaction, c'est une convention ou un contrat qu'on signe avec son employeur, donc signé entre un employeur et un salarié, généralement précédemment après une rupture du contrat de travail et c'est généralement après un licenciement. Et l'idée de la transaction, c'est chacun fait des concessions réciproques, l'employeur verse une indemnité qui ne doit pas normalement verser, qu'on appelle l'indemnité transactionnelle, donc versée dans le cadre de la transaction, et le salarié, lui, de son côté, va renoncer à contester son licenciement. Donc, il faut que ce soit un bon deal de part et d'autre. Et le bon deal, ça va dépendre du montant de l'indemnité de licenciement que le salarié reçoit et du risque qu'encourt l'employeur. Évidemment, l'employeur ne va pas verser plus que son risque devant le Conseil de prud'homme. Si mon risque devant le Conseil de prud'homme, c'est d'être condamné à 20 mois, je vais sans doute pas verser 20 mois au salarié. Peut-être lui dire, écoute, on peut peut-être transiger entre 15 et 18. Quoi. Donc, en soi, c'est une bonne idée, mais encore faut-il que les bases aient été bien définies. Connaître ses limites, connaître ce qu'on veut obtenir de cette transaction finalement. Est-ce que vous conseillez, dans des cas comme ça, où ça commence à sentir justement le licenciement, de se faire accompagner tout simplement? Mais bien sûr, tout à fait. J'allais dire que dans un monde idéal, quand ça sent le roussi ou le sapin, j'allais dire, il faut immédiatement prendre contact avec un avocat qui peut vous accompagner dans la négociation et faire en sorte que d'abord on va planifier la négociation parce que la transaction formellement, on ne peut la négocier et la conclure qu'après la rupture du contrat. En réalité, cette négociation, il faut l'entamer avant que le licenciement ne tombe sur vous. Et donc pour que ce soit fait, seul l'avocat peut le faire parce que lui, il est lié par la confidentialité. Donc oui, il faut se faire accompagner. Et franchement, ça paye. Annalisa. Prochaine question pour Kéra Desfamilles, notre experte en leadership féminin. C'est Astrid qui nous écrit, elle nous raconte ce qui lui est arrivé. On m'a refusé mon évolution à cause de mon âge. Mon chef m'a dit, tu es une jeune femme, on a peur que tu n'aies pas les épaules. Comment éviter que ça se reproduise? Kéra.
Se préparer, et c'est maintenant, hein, c'est la période des évaluations. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et très souvent, ce que j'observe chez mes clientes, c'est que, auparavant, qu'on travaille ensemble avec Feminine Leader, elles y vont sans préparation. Ces périodes d'évaluation et d'évolution, elles se préparent. Première chose, bien identifier en interne quel est le process de promotion. Très souvent, c'est implicite. C'est pas vraiment clair. Donc, investiguez, regardez autour de vous ceux qui ont eu des évolutions, comment ça s'est passé, sur quoi, qu'est-ce qui a été évalué. 2, venir à son entretien d'évaluation avec des critères objectifs. Donc, se préparer par rapport à ce que j'ai fait pendant l'année, quels ont été mes succès avec des chiffres, c'est toujours hyper parlant, et des verbatims. Les verbatims qui ont vraiment de l'impact et qui montrent qu'on a été un leader, un opérationnel qui a embarqué les autres et qui les a menés vers le succès. Ça, c'est essentiel pour être à même, justement, de créer un débat qui permet de sécuriser l'institution par rapport à son profil. J'ai une question à la professeure, parce que c'est vrai qu'avec Kéra, on parle souvent de cela et ça arrive au milieu d'une carrière, rarement au tout début, mais c'est vrai que ce sont des problèmes qui se posent dans la carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, on forme notamment les jeunes femmes à un petit peu plus parler de leur salaire, de leur carrière, de leur employabilité et de cette négociation qui va les suivre tout au long de leur vie professionnelle et à laquelle elles sont finalement au départ jamais préparées? La réponse est non. En fait, on ne les forme pas assez sur ces questions-là. Alors que vous êtes dans une école de commerce. En fait, on n'a pas forcément... On est beaucoup sur l'inclusion, on est beaucoup sur la diversité. Il y a des conférences pour les jeunes, etc. Mais il n'y a pas de cours à proprement parler de professeurs qui se retrouvent avec des femmes en leur disant, voilà, attention, monde de demain, voilà comment vous pouvez agir et réagir. Et c'est aussi pour ça que vous intervenez, sans doute, sur ces questions-là. Mais on a des cours classiques en sciences de gestion, on a des cours classiques sur la diversité, la RSE, etc., sur plein de choses. Mais sur la différence homme-femme, moi, je ne pratique pas forcément. Par contre, oui, je les amène à savoir bien se défendre, à faire un pitch, à savoir parler devant une entreprise, sans forcément prendre de différence, faire de différence entre les hommes et les femmes. Il y a des hommes qui ressentent aussi. Et il y a aussi des hommes qui ressentent ça, et ça dépend aussi des personnalités. Après, on est beaucoup plus à l'écoute, en tout cas de manière générale, auprès de nos étudiants depuis cette crise de la Covid-19, où on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de jeunes, en général, pas que les femmes, mais aussi des hommes, et des étudiants et des étudiantes, qui ont beaucoup souffert. Il y a encore des répercussions 4-5 ans après. Oui, donc ça évolue quand même sur certains sujets. Kéra ? Je voulais revenir sur le sujet du jour. On parle beaucoup de gentillesse, et la gentillesse, c'est souvent associé chez les femmes à l'humilité. Donc, savoir être très discrète et très humble sur ses succès, ses réussites. L'impact que ça a, c'est que les femmes, elles ne savent pas se raconter leur succès, parce que évidemment elles ont peur, et c'est le risque, c'est que ça soit mal vu, mal perçu si elles sont là, j'ai dit ça, j'ai dit ci. Oui. Or, dans l'entreprise, il faut savoir parler de soi, parce que c'est la prime à celui qui parle le plus fort. Et la question que vous avez posée, elle est essentielle. Comment éduquer les jeunes femmes très très tôt dans leur scolarité à savoir se raconter? On a une réaction, Annalisa. Oui, justement, on a une réaction par rapport à ça d'une fille qui nous demande d'être anonyme, qui nous dit « Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'être gentil. Je le subis en ce moment. C'est un retour de bâton compliqué à gérer. Soyons justes plutôt, mais restons pros. » Élodie. Non, c'était pour réagir aussi par rapport à ça. Et par rapport à la formation, je pense que c'est aussi le rôle des parents au départ. On parle aussi beaucoup de l'école, etc. Mais il y a aussi toute la socialisation et le rôle des parents. Et très souvent, alors moins dans notre société occidentale aujourd'hui, mais comment on a été éduqués, on voit que les garçons, même les petits garçons et les petites filles, on n'a pas la même construction identitaire. Souvent, on a dit aux petits garçons, il faut que tu sois fort, il faut que tu réussisses dans la vie. Donc on est plutôt sur une construction identitaire qu'on appelle agentique. Et pour les filles, on est sur une construction identitaire communautaire. Il faut que tu sois dans l'affect, il faut que tu aimes ton prochain. Et vous l'avez dit tout à l'heure avec les émojis. On n'a pas forcément les mêmes émojis pour les garçons avec un clin d'œil et on est au bord de la plage et tout va bien. Et puis les filles, on va mettre un cœur et on est dans l'affect et on lève les yeux au ciel. Et donc là aussi, c'est révélateur par le symbole. Et on se dit... Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit aussi retravailler. La fille serait-elle exaspérée? C'est une autre question. Kéra. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Élodie, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord. Ouais. Et ça doit être un rôle social, éducationnel. Quand on voit que 90% des violences faites aux femmes sont dans le cadre de la famille, quand on voit aujourd'hui les pourcentages, en fait, c'est super important de pouvoir avoir un système culturel, social, qui accompagne les femmes dans leur évolution, dans leur développement et dans leur capacité à se raconter.
autre coup de fil, Annalisa. Et oui, notre coup de fil du jour avec un téléphone, vous l'entendez? On l'entend. Oui, d'un autre temps. Avec celui-là, on ne peut pas envoyer des emojis. On est en ligne avec Adrien Ledoux, le PDG de Job Teaser. Vous publiez une étude sur le recrutement de la Gen Z. Et justement, selon les recruteurs, le marché du travail s'annonce plutôt favorable pour les jeunes. Pourtant, une entreprise sur 3 trouve des difficultés à attirer finalement un profil junior. Pourquoi, Adrien ? Parce que les jeunes en ce moment, en tout cas sur certains profils, ont plus de choix qu'avant, puisqu'il y a des pénuries. Voilà, c'est difficile sur certains profils de recruter. Et donc, ils ont l'embarras du choix. Et c'est pour ça que les entreprises doivent être exemplaires dans le processus de recrutement, puisque comme les candidats ont le choix, il faut leur donner envie. Et parfois, peut-être aussi, les offres d'emploi ne sont pas vraiment adaptées. Je pense à toutes les offres d'emploi qui ne donnent pas le salaire, par exemple. Ça plaît plus à la Gen Z aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire qu'une des différences va se faire au moment quand je regarde l'offre et j'ai besoin de voir le salaire, alors qu'il y a beaucoup de cas où on ne voit pas le salaire et c'est le critère numéro 1 pour un candidat. J'ai besoin de voir le salaire. Et après, sur l'offre, il y a des soucis aussi parfois de clarté. L'offre va être beaucoup trop dense. Et on sait que c'est une génération qui va très vite, qui a besoin de trouver tout de suite l'information. Donc quand j'ai des gros pavés de texte et que ce n'est pas concis ou clair, ça ne donne pas envie de postuler. Voilà. Alors il y a le salaire, mais il y a quoi d'autre qui attire la Gen Z? C'est quoi les mots-clés qu'il faudrait mettre finalement dans l'annonce? Alors je pense qu'il y a un élément, autre que le salaire, qui est très important, c'est aussi les missions et la valeur. On sait que c'est une génération qui est très engagée et qui a besoin de comprendre est-ce que l'employeur a des vraies valeurs qui sont authentiques et une mission. Et donc dans les mots, en tout cas, il n'y a pas forcément de recette miracle, mais en tout cas, il y a bien expliqué les engagements sociétaux que l'entreprise va avoir. Et ça, l'étudiant a besoin de le voir. C'est un critère fondamental pour lui. Alors peut-être, voilà, vous pouvez nous donner quelques petits conseils très pratiques pour les entreprises pour adapter leurs offres d'emploi à un marché de plus en plus prisé par la Gen Z. Alors, si on résume, je dirais donc le salaire, indispensable, et en plus ça va devenir obligatoire en 2026 de le mettre. 2, important de montrer ses valeurs et sa mission. Et 3, être concis, clair, des paragraphes espacés, aérés, et pour ne pas perdre le fil du candidat. Et on met des emojis, s'il vous plaît. Merci, mais ça, c'est une autre discussion. Merci Adrien Ledoux, PDG de Job Teaser, d'avoir été avec nous dans cette émission en direct. Élodie, vous vouliez réagir? Oui. Bah, je connais bien Adrien, puis on avait échangé ensemble déjà aussi. Il a fait la préface de mon dernier bouquin. Merci pour sa réaction. Et peut-être l'élément qu'on peut ajouter sur l'offre d'emploi qui est important, c'est le processus d'onboarding. Les jeunes ont envie de savoir, quand je vais intégrer l'entreprise, au-delà de la transparence du salaire, la clarté, les missions, etc., comment je vais être intégré? Est-ce que je vais avoir un mentor? Est-ce que je vais être accompagné? Mais ça, c'est déjà la partie offre. Enfin, je veux dire, c'est pas la partie rencontre d'après. Même dans l'offre d'emploi, pour eux, c'est important de se sentir rassuré par rapport à cette question-là. Et donc, ils ont envie d'en savoir plus. Une fois que je vais être dans l'entreprise, est-ce que je vais être lâché ou est-ce que je vais avoir un accompagnement? Continuez à réagir à nos sujets. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Annalisa. Eh bien, on va revenir sur la réaction à cette question du jour, parce que ça n'arrête pas. On a reçu cette réaction de Stéphane par mail qui nous dit « Oui, il faut être gentil et sincère, dire les choses de façon honnête, savoir féliciter, mais aussi remettre en place certaines choses. » Ludovic, je vois que ça vous parle. Oui. Et puis, Andy par mail qui rebondit à ce que vous disiez, Malik Douaï, tout à l'heure, il nous dit « Lorsqu'on dit « il est gentil », c'est péjoratif en entreprise. J'ai managé longtemps et en étant gentil et on me demandait plus de fermeture. C'est vraiment très dur de trouver le bon équilibre. Et puis Samir par mail qui nous dit voilà, la gentillesse ne fait pas évoluer une carrière. Trop Ludovic. gentil, trop con. Tout le monde connaît l'expression. Ouais, après, c'est vrai que la question... C'est un peu ça que ça sous-entend finalement. C'est exactement ça. En entreprise, c'est bien ça, mais on peut pas forcément être gentil parce qu'on l'a décidé, Kéra. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se former à ne pas être gentil, à être un peu plus... Non, je crois que l'important, c'est de savoir dire non, de savoir poser une limite. Oui. Oui, moi je sais j'ai fait là une masterclass pour une grande entreprise. C'était assez étonnant parce qu'on voyait que la relation justement au non quand on est une femme et quand on est un homme, c'est pas du tout la même. Les hommes avaient beaucoup moins de difficultés à dire non, à poser une limite.
Donc à venir travailler, prendre conscience de quelles sont les difficultés que j'ai dans certaines situations où j'ai besoin de reprioriser mes intérêts pour être à même d'être assertive et de l'exprimer. Quelle émotion ça crée ? Je pense que ce qui est important, c'est que la gentillesse, c'est un choix. C'est pas un état. Et c'est un choix courageux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas gentil tout le temps. Et on n'est pas gentil avec des gens qui ne sont pas gentils. Il faut fonctionner sur un rapport de réciprocité. Il faut être gentil avec les faibles et dur avec les puissants. Et d'ailleurs, on le voit, j'allais dire, dans l'entreprise, quand on est gentil avec son assistante ou avec sa secrétaire, on est un vrai gentil. Parce qu'il y a aussi des gentils manipulateurs. Oui. Voilà. Donc, Ludovic. Je citerai François Hollande pour sortir un petit peu ma culture aussi, qui a dit un jour « Les gentils gagnent toujours ». Eh ben, très bien, voilà. Les mots d'un ancien président, Kéra. Annalisa. Eh bien, on a une question pour vous, justement, Malik Douaoui. C'est Arsène qui nous dit qu'il envisage de démissionner, mais il est lié par une cause de non-concurrence. Est-ce que c'est un problème ? Ah oui, ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce que quand il va démissionner, effectivement, s'il est lié par sa clause, alors il y a deux hypothèses. Ou bien l'employeur décide de lever la clause en concurrence, ce qui arrive de plus en plus souvent parce que les employeurs rencontrent de vraies difficultés à mettre en œuvre la clause. Donc parfois, c'est tellement difficile de la mettre en œuvre ou de l'appliquer qu'ils décident tout bonnement d'y renoncer. C'est difficile financièrement ou c'est difficile parce qu'elle est mal écrite et que c'est compliqué ? C'est difficile parce qu'il faut pouvoir, j'allais dire, traquer le salarié, identifier qu'il exerce bien une activité concurrente et puis après, le cas échéant, le traîner devant le conseil prud'homme pour le faire condamner. Donc c'est tellement compliqué que souvent les employeurs, y compris lorsqu'il y a une clause de non-concurrence bien rédigée dans leur contrat, ils libèrent le salarié de la clause. Et puis, par-dessus le marché, j'allais dire, ils n'ont pas à payer la contrepartie financière. Ça peut présenter aussi un intérêt. Et ça aussi, c'est important pour le salarié, parce que le salarié, d'abord, encore une fois, ou la clause de non-concurrence a été levée, ou la clause de non-concurrence n'a pas été levée. Si elle a été levée, il fait ce qu'il veut. Si elle n'a pas été levée, là, j'allais dire, il faut qu'il se demande, est-ce que je vais exercer une activité concurrente, auquel cas je vais être lié par la clause, ou je n'exerce pas une activité concurrente. S'il n'exerce pas d'activité concurrente, il n'a pas de problème. S'il exerce une activité concurrente, alors là, il peut, le cas échéant, demander à son employeur de le libérer de la clause, même s'il n'a pas fait spontanément. Ou alors, j'allais dire, il y va à ses risques et périls, et c'est à lui de faire une appréciation du risque en disant j'y vais ou j'y vais pas. S'il n'y va pas, il sera quand même payé, sachant qu'on reçoit une contrepartie financière qui varie, selon les contrats et les situations, entre 20 et 50% de sa rémunération mensuelle brute. Donc c'est pas rien. Donc on pourrait choisir volontairement de ne rien faire et de regarder Les Feux de l'amour ou BFM TV toute la journée parce qu'on est payé. La contrepartie financière, elle figure dans le contrat à la base ? Elle doit obligatoirement figurer dans la clause de non-concurrence, c'est même une condition de validité de la clause. Annalisa. Prochaine question pour Ludovic Badot, notre expert indépendant. C'est Louis qui vous pose une question un tout petit peu philosophique. Est-ce qu'il faut networker pour se développer ? Personnellement, j'aime pas ça, mais ça semble être un bon moyen de trouver des clients. Ludovic. Alors moi, je suis un peu comme Louis, je suis pas très networking, c'est-à-dire que c'est un effort. J'en ai fait pendant un certain temps, ça me fait aussi penser aux salons. Vous savez, vous allez faire tous les salons entrepreneuriaux et vous dites, vous vous sentez dans l'action, vous dites je développe ma boîte, je rencontre des gens. Bullshit. À la fin de la journée, finalement, vous n'avez gagné aucun client, vous avez créé des connexions, mais vous avez un peu brassé du vent. Et donc, comment vraiment profiter d'un networking efficace, comment profiter d'un salon efficacement, c'est de le préparer, de préparer ses rendez-vous. C'est vraiment quelque chose qui se prépare pour éviter de perdre son temps et d'enchaîner les soirées networking où au final, ok, on a ajouté 20 personnes sur LinkedIn, on a créé des connexions, ça s'est bien passé, dites donc qu'est-ce qu'ils sont sympas, mais bon, au niveau du chiffre d'affaires, il se passe pas grand-chose. Donc faire attention, bien les choisir, ça veut pas dire ne pas y aller, bien les choisir, et si on n'a pas envie d'y aller, ça sert à rien de se forcer, parce que de toute façon, ça se verra. Oui, et puis ça peut être très épuisant si on... Très épuisant. Au bout d'une année, si on en fait trop. Une dernière question, Annalisa ? Eh oui, une dernière question pour Kéra des familles, c'est Adrien qui nous pose une question un peu difficile. Tout le monde parle de coaching, mais c'est quoi juste un coach ? Et à quoi ça sert vraiment ? On a commencé un petit peu à y répondre aujourd'hui, Kéra. Oui, donc le coaching, alors pour rappeler vite la petite histoire, c'est arrivé dans les années 90 où il y a eu la création de la première université aux États-Unis qui travaillait spécifiquement là-dessus et la première certification. Pourquoi dans les années 90 ? C'est l'arrivée d'Internet qui va modifier de manière révolutionnée même, de manière très très forte les relations entre les personnes et notamment entraîner une mondialisation. Et de ce fait, l'impact d'un dirigeant qui était au démarrage dans une zone déterminée va être beaucoup plus large et beaucoup plus fort.
Et en fait, on ne se voit pas faire. Le coaching va travailler, va aider des dirigeants, des cadres, des managers à pouvoir identifier l'impact de leur comportement, généralement dans une dynamique relationnelle, pour pouvoir la faire évoluer. Avoir un miroir. Et oui, et donner des clés. Voilà, pour permettre de faire évoluer ça en termes de prise de conscience, de développement, d'évolution, de maturité. Voilà pour la réponse. On va répondre à la question du jour, Annelisa. Et oui, cette question du jour qui a enflammé notre boîte mail pendant toute cette émission. Est-ce qu'il faut être gentil au travail? Eh bien, on le voit, c'est quand même écrasante majorité de oui, environ 70% sur LinkedIn et Instagram. En revanche, sur X, vous êtes des killers. Là, il y a seulement 55% d'entre vous qui nous disent que oui, il faut être gentil au travail. On s'interroge sur les 45% restants. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. On va parler de... ça sera un petit peu la même chose demain. On est dans les mêmes notions, Annelisa. Et oui, c'est ça. On vous pose cette question. On espère qu'elle vous plaira autant. Est-ce qu'on peut dire non en entreprise? Voilà, vous pouvez évidemment nous répondre, nous donner votre avis sur notre boîte mail avec vous, @bfmbusiness.fr, sur LinkedIn, sur X, sur Insta, partout. On lit vos messages et on les lit demain en direct entre midi et 13h. La dernière fois qu'on avait posé cette question il y a plusieurs mois, il y avait eu un échange musclé, Kéra, sur ce plateau. Je pense que vous vous en souvenez. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Elle était vraiment, vraiment passionnante. Vous pouvez la revoir en podcast et en replay. Nos experts, Elodie Gentina, Kéra Desfamilles, Ludovic Bado, Malik Douaoui, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos conseils et vos remarques. Dans quelques instants, non, dans 3 heures, dans 2 heures, je vais y arriver, édition spéciale BCE. Avec Antoine Larigauderie, on va suivre évidemment les informations données par Christine Lagarde. Vous pouvez nous suivre en direct et en attendant, passez une bonne journée sur BFM Business. On vous retrouve demain avec Annelisa. Et oui, on se retrouve demain. Écrivez-nous avec vous @bfmbusiness.fr. Avec vous sur BFM Business.